Bonjour à tous. Alors, merci tout d'abord au MAGE et à Joseph Hirsch notamment d'avoir organisé cette rencontre à l'occasion des 150 ans de la naissance de Léon Blum. Donc vous venez de voir ce documentaire extrêmement intéressant et émouvant également qui dresse un portrait en fait de Léon Blum entre amour et haine, hein, comme le titre l'indiquait, et peut-être un sentiment proportionnel à l'autre. Et il a été autant aimé que détesté. Il a traversé l'histoire, il a fait l'histoire, et en particulier évidemment l'histoire politique du socialisme français. Donc en parlant de ça, évidemment, on se dit il y a une actualité Blum pour plusieurs raisons. On a fait appel à l'autorité morale qui est toujours Blum ces derniers temps très régulièrement. J'imagine que vous les avez entendues, ces références. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Bon, évidemment, dans un moment où le socialisme se cherche à nouveau, la figure de Léon Blum peut nous apporter beaucoup et éventuellement nous inspirer au niveau de la doctrine politique. Bon, ce qui va nous intéresser aujourd'hui avec Ilan Grelsheimer et Milo Lévy-Bruhl ici présents, c'est aussi la perspective juive, évidemment, sur le socialisme de Blum, la perspective juive, c'est-à-dire la condition juive de Blum, sa connaissance de la judéité, du judaïsme, et éventuellement aussi sa connaissance et sa réponse et sa problématisation de l'antisémitisme. Est-ce qu'il y avait des choses pareilles dans l'histoire de Léon Blum? On aura l'occasion d'y revenir. Alors on peut commencer tout d'abord par revenir sur un point qui n'est pas exactement développé, il m'a semblé, dans le documentaire, parce qu'on y passe assez brièvement, parce que le documentaire commence avec l'engagement politique de Léon Blum, c'est-à-dire après la mort de Jaurès en 1914. Mais il y a un moment qui est extrêmement important dans la vie de Blum et qu'il vit aussi comme une expérience, disons, républicaine et démocratique, qui est évidemment l'affaire Dreyfus. Et alors, je dis ça parce que aussi la vie de Léon Blum est marquée par une espèce de trame juridique, par plusieurs procès. Et il y a un effet miroir entre les différents procès qui ont lieu dans la vie de Blum. Ça commence un peu avec l'affaire Dreyfus, mais lui-même fera face à un procès par Pétain, où il y a ce même renversement, c'est-à-dire où l'accusé deviendra l'accusateur. Donc le lieu de la justice, c'est le moment du renversement possible de l'opinion publique, et c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'expérience démocratique dont je parlais en amont. Donc, ma première question, c'est de savoir comment est-ce que, d'une certaine manière, l'affaire Dreyfus a eu un impact sur l'engagement politique de Blum, mais également sur sa prise de conscience, s'il y avait une prise de conscience juive de la part de Blum au moment de l'affaire Dreyfus par rapport à l'antisémitisme qui était cristallisé dans cette affaire Dreyfus. J'ajoute juste que dans les souvenirs sur l'affaire, qui est ce très beau texte de Léon Blum parle de la figure de Bernard Lazare. Et il dit à l'égard de Bernard Lazare qu'il avait un instinct, qu'il était de la race, de la grande race juive, de la race prophétique, et qu'il a eu un instinct sur l'affaire Dreyfus qui savait que l'accusation ne tenait pas. Et il ne dit pas d'où vient cet instinct. Est-ce que c'est parce que Lazare a tout de suite vu qu'il y avait une forme de détournement de culpabilité à cause de l'antisémitisme dans l'affaire Dreyfus? Ou alors est-ce que c'était juste par demande de vérité et républicanisme? Donc il y a cette dimension-là. Est-ce que l'affaire Dreyfus a modifié quelque chose de la conscience juive de Léon Blum? Bonjour à tous. D'abord, merci au MAGE de m'avoir invité depuis Jérusalem à parler de Léon Blum. Je voudrais dire deux choses. La première, c'est que au moment de l'affaire Dreyfus, il écrit déjà. Et on ne le répète pas assez, ça a été un des grands critiques littéraires et de théâtre
d'avant la Première Guerre mondiale. Et c'est en fait dès le début de son écriture que l'antisémitisme s'est déchaîné contre lui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre une date plus tardive, c'est dès les premières critiques qu'il fait, et évidemment les critiques qu'il fait dans la Revue Blanche, que l'on écrit qu'il préfère les pièces juives, qu'il préfère les romans et les nouvelles écrites par des juifs, que bien entendu c'est son judaïsme qui le porte à ça. Donc il a connu ça déjà à cette époque et même sans l'affaire Dreyfus. Mais moi, le point qui me paraît le plus important lors de l'affaire Dreyfus, c'est, et c'est bien connu, le fait qu'on fait des listes et on fait signer des gens connus en faveur de Dreyfus. Et lui dit à ses amis, moi l'écrivain que j'admire le plus, c'est Maurice Barrès, qui a publié Le culte du moi, la trilogie, peu de temps avant l'affaire. Eh bien, je vais aller le faire signer. Et tout le monde sait que Maurice Barrès a refusé de donner sa signature en faveur de Dreyfus. Et c'est cette rupture qui me paraît fondamentale. Pourquoi ? Parce que dans le courant de sa vie, Blum va défendre une certaine idée de la France, sans allusion à des événements actuels. Une idée de la France selon laquelle la France, c'est la justice. La France, ce sont les idéaux de 1789. C'est l'égalité, la liberté, l'accueil aux étrangers, la fraternité. Et Barrès va représenter cette autre France selon laquelle, finalement, la France, c'est la terre, c'est le socle ethnique ancien, c'est la fermeture, en quelque sorte, de la France sur elle-même, les déracinés, les cimetières, etc., etc. Et ce sont, lors de l'affaire Dreyfus et de ce refus de Barrès de signer en faveur de Dreyfus, ces deux conceptions de la France qui déjà se heurtent et se heurteront pendant toute la vie de Blum, en fait. Une question ? Oui. Je vais essayer de répondre sur l'aspect vraiment juif qui pourrait se révéler dans l'affaire. Donc je pense aussi évidemment que c'est un moment qui est absolument fondateur. Peut-être que le personnage qui illustre plutôt la certitude de l'innocence de Dreyfus, c'est moins Lazare que quelqu'un qui est un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle Michel Bréal, qui est un linguiste, dont parle Blum dans les souvenirs sur l'affaire, donc qui sont écrits en 1935 au moment de la mort de Dreyfus. Et donc Blum raconte que Michel Bréal est dans un dîner, qu'il entend parler de l'affaire Dreyfus, etc. Et que Bréal dit « c'est impossible que cet homme soit coupable ». Je ne comprends pas logiquement comment un juif alsacien engagé dans l'armée peut trahir la France. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est ce que les historiens ont appelé la doctrine israélite, l'israélitisme. C'est la très grande déférence et l'enjeu de faire la preuve de la fidélité à la France qui était présent chez les juifs en général depuis la Révolution française et chez les juifs alsaciens en particulier. Et donc le point de départ de l'affaire Dreyfus pour une partie des juifs, c'est ça. S'il y a un instinct que Dreyfus n'a pas pu trahir, c'est sur cette idée-là. Ensuite, il y a une rupture chez Blum à l'intérieur du judaïsme. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du judaïsme français, précisément à l'intérieur de cet israélitisme, dont il est lui-même au départ un représentant éminent, il est au Conseil d'État, avant ça il a fait l'école normale supérieure, donc il y a cette idée de passer, d'avoir une trajectoire d'ascension sociale qui passe par le service de l'État, etc. L'affaire Dreyfus, de ce point de vue-là, va être une rupture pour lui, parce qu'il va critiquer la réaction des Israélites à l'innocence de Dreyfus. Cette réaction, elle n'est évidemment pas du tout une réaction antisémite, elle est une réaction de discrétion,
l'idée, il l'écrit, que l'affaire Dreyfus est quelque chose dont les Juifs ne doivent pas se mêler. Pourquoi ? Parce que en s'en mêlant, ils seraient suspects de solidarité de race, c'est comme ça que Blum l'écrit, et donc en fait il donnerait du grain à moudre à l'antisémitisme. Et cette réaction-là, qui est une réaction qui n'est pas la seule réaction à l'intérieur de la communauté juive, mais qui existe pour des bonnes raisons, entre guillemets, en tout cas pour des raisons qu'on peut comprendre, lui s'insurge complètement. Voilà, c'est une réaction qu'il ne supporte pas, et il peut s'insurger et il peut ne pas la supporter, parce que lui-même représente une autre génération que les Israélites intégrés. Il représente la génération d'après 1870, c'est-à-dire la génération qui considère que les Juifs ont donné assez de preuves à leur fidélité à la France, en s'engageant pendant la guerre contre la Prusse, en abandonnant massivement les provinces perdues, alors qu'ils étaient installés dans ces régions depuis des siècles. Et donc lui, de son point de vue de jeune juif parfaitement intégré, assimilé, l'idée qu'il faut rester discret, qu'il ne faut pas surréagir, qu'il faut éviter d'attiser l'antisémitisme, elle lui est totalement étrangère. Et c'est pour ça qu'il réagit, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute sa génération, en fait, qu'on retrouve chez des gens comme André Spire, comme Jean-Richard Bloch, l'écrivain. Il y a une rupture générationnelle à l'intérieur du judaïsme français, dont il est à ce moment-là représentatif, et qui ouvre aussi au socialisme. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que le socialisme de l'époque porte tout de même une dimension critique de la République en tant que République bourgeoise. Pas du tout pour la même raison que les antisémites, que les Barrès, que les Maurras, etc. Mais il porte en lui une critique de l'incomplétude de la République, comme ayant pas totalement réalisé sa promesse, et dont l'affaire Dreyfus, en tant que telle, est représentative. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un fait générationnel que Blum incarne et qu'il le singularise avec d'autres, mais le singularise quand même à l'intérieur du judaïsme français de cette époque. Un mot de plus ? Non, je suis tout à fait d'accord, mais j'exagérerai un peu plus. Blum n'est pas un Français israélite. Il se considère comme un juif, c'est d'ailleurs le terme qu'il emploie, et donc il ne faudrait pas le compter parmi les fous de la République, comme, pour reprendre le titre de Pierre Birnbaum. Il n'est pas un fou de la République, il est tout à fait conscient de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien dans la... Alors, c'est vrai, je suis d'accord tout à fait avec Milo, que c'est une génération, mais il va plus loin que les autres, et notamment, puisqu'on parlera de son sionisme, les autres, même ceux qui se sont affirmés comme juifs, n'ont pas été aussi loin que de faire partie de l'agence juive élargie ou de répondre aux appels de Weizmann. Donc, il faut... Bon, je dois dire une chose, la raison pour laquelle j'ai écrit en son temps, il y a déjà plusieurs années, cette biographie de Léon Blum, c'est parce que j'avais lu la biographie de Jean Lacouture, que je l'avais trouvée très mauvaise, et en particulier l'identité juive de Blum était totalement absente, ce qui était absurde. Donc c'est là, et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on a retrouvé les papiers de Léon Blum à Moscou et qu'il a été possible de travailler dessus. Merci beaucoup. Alors, on reviendra effectivement sur vraiment le judaïsme de Blum et ensuite son sionisme et le lien avec le socialisme. Mais je pense qu'on vous a entendu. Mais je vais ajouter quelque chose sur l'affaire Dreyfus, parce que dans le documentaire, il y a évidemment la figure de Jaurès qui apparaît pendant l'affaire Dreyfus et qui va générer une modification, peut-être même chez Léon Blum, et qui va générer évidemment son engagement politique et qui va s'affirmer avec l'assassinat de Jaurès. Mais il y a quelque chose d'intéressant, il me semble, aussi vis-à-vis de l'actualité, c'est que l'engagement de Jaurès quand il devient Dreyfusard, d'abord c'est un engagement qui prend du temps. Bon, l'engagement de Léon Blum apparemment a pris aussi un tout petit peu de temps. Enfin, on ne l'a pas dit, mais lui-même dans ses souvenirs dit, mais en fait, Dreyfus, qui ça ? Donc il n'a pas
eu vraiment une attention accentuée sur l'affaire Dreyfus. Bon, Jaurès met effectivement du temps, mais d'après ce que j'ai lu sur ce moment-là chez Jaurès, il y avait aussi cette dimension d'un certain antisémitisme qui était présent dans les classes populaires et qui retardait aussi la décision de Jaurès à s'engager pour Dreyfus. Et puis finalement, Jaurès s'engage pour Dreyfus. Est-ce que ça a un impact d'ailleurs chez Blum, mais est-ce que la figure de Jaurès ne résout pas à ce moment-là quelque chose dans l'histoire du socialisme par rapport à l'antisémitisme? Est-ce que la position de Jaurès, j'ajoute cette information, c'est qu'il il devient Dreyfusard peu après avoir soutenu la cause des Arméniens. Et on a le sentiment que Jaurès devient Dreyfusard et qu'il justifie, qu'il légitime son positionnement par universalisme, par internationalisme d'une certaine manière, comme si voilà, c'est pas exactement la question juive, c'est pas exactement non plus le problème, c'est que évidemment Dreyfus est un capitaine, que c'est la classe capitaliste, etc. Donc c'est difficile de s'engager. Mais c'est un être humain. Donc l'humanisme est international, est universel, et il devient Dreyfusard à ce moment-là. Mais est-ce que ça n'a pas permis voilà, une résolution de l'antisémitisme dans le socialisme d'alors? Et est-ce que ça a eu un impact sur Blum? Bon, c'est une question difficile, mais personnellement, je pense que la conception qu'avait Léon Blum du judaïsme, qu'il connaissait peu, on peut dire la tradition juive, il ne connaissait pas du tout, mais il s'imaginait, il le dit notamment dans les Nouvelles Conversations de Goethe avec Eckermann, qui est son premier ouvrage, disons, substantiel, il pense que le judaïsme, c'est la justice. Et il assimile les idéaux du judaïsme tels qu'il les comprend aux idéaux de la Révolution française, aux idéaux de 1789. Pour lui, les idéaux de 1789, ce sont les idéaux du judaïsme. On pourrait lui objecter pas mal de choses là-dessus, que ce n'est pas exactement la même chose, mais il faut rappeler quand même que Jean Jaurès est un très grand spécialiste de la Révolution française. Ils avaient des discussions sans fin, ces deux amis, Jaurès et Blum, et parlaient certainement aussi de ça, de ces idéaux, de la fraternité, de l'accueil à l'étranger, etc., etc. Donc je pense que c'est par ce biais que, sans doute, cette confusion idéaux de 89 et idéaux du judaïsme s'est faite chez lui. C'est pas ce que Milo en parle. Si, tout à fait. En fait, pour que Blum puisse aller jusqu'au socialisme, il faut qu'il indique ce lien entre son judaïsme et le socialisme, qu'il trouve dans le socialisme un prolongement de son judaïsme. Et donc, je vais y revenir. Mais d'abord, il faut, c'est la première étape, que le socialisme se purge de son antisémitisme. Voilà. Et c'est aussi ce qui se passe dans l'affaire Dreyfus. Donc c'est en ça que c'est intéressant. Grossièrement, je dirais qu'il y a à l'époque deux formes d'antisémitisme à l'intérieur des mouvements socialistes. La première, c'est la critique du capitalisme comme étant, ou en tout cas du capitalisme financier comme étant dominé par les juifs. Bon, c'est évidemment totalement faux, mais la place importante des juifs dans certaines places financières a des causes historiques qui sont très connues, sur le fait qu'ils aient été relégués au métier bancaire pendant des siècles, etc. Mais à ce moment-là, à la fin du 19e, bon, c'est pas l'élément dominant, en tout cas c'est pas l'élément le plus problématique à l'intérieur du socialisme. L'élément le plus problématique, c'est ce qu'un socialiste allemand va appeler le socialisme des imbéciles. C'est autre chose, en fait, qui se rapproche davantage du complotisme contemporain. C'est le problème de la trop faible montée en théorie des mouvements sociaux. C'est-à-dire que les ouvriers sont dans des situations de domination, on dirait aujourd'hui, d'exploitation,
Et le travail du mouvement socialiste, c'est de partir de la situation de domination localisée pour remonter à l'ensemble des mécanismes du capitalisme, des sociétés modernes, etc., qui expliquent cette domination. Et donc, c'est des grands mouvements historiques que les théoriciens socialistes tiennent à retracer et à mettre en lumière. Et le socialisme des imbéciles, c'est en fait une montée en théorie qui est très très faible. C'est-à-dire, je suis dominé, c'est la faute des juifs. Ouais, c'est ça le socialisme, c'est au sens propre des imbéciles, c'est-à-dire de ceux qui ne réfléchissent pas assez. Et donc ce socialisme des imbéciles, en fait, c'est la rencontre entre une situation de domination et un antisémitisme qui est déjà présent dans la société, qui viennent de l'Église, qui viennent de l'aristocratie, peu importe. Et donc tout l'enjeu du socialisme à ce moment-là, à la fin du 19e siècle, c'est d'empêcher le socialisme des imbéciles, pas seulement pour préserver les juifs de l'antisémitisme, mais juste parce qu'en en fait, il retarde la révolution. Il empêche les mouvements sociaux de bien comprendre quel est leur problème. Donc, et c'est un mouvement qui est assez, qui se fait dans les 20 dernières années du 19e siècle, et c'est vrai qu'il converge avec l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire que il y a un congrès d'unification, de tentative d'unification des mouvements socialistes en France en 1900, dont une des résolutions est pas du tout pour défendre les juifs en général, mais qui dit l'antisémitisme est une ruse du capitalisme pour égarer les prolétaires du bon chemin révolutionnaire. Donc c'est assez important parce que c'est pas que la figure de Jaurès, mais Jaurès aussi appuie ça. Jaurès, avec la perspective historique qu'il amène, notamment par ses travaux sur la Révolution, etc., permet ce gain on dirait aujourd'hui, ce gain de réflexivité, ce gain d'objectivation sur les processus d'aliénation, etc., qui du coup relègue totalement l'argument antisémite, l'argument que ce serait la faute des Juifs. Donc voilà, c'est important d'avoir ce mouvement historique, notamment dans une période contemporaine où ce travail-là est plus du tout fait, et donc où, de fait, les discours complotistes à trame antisémite parfois reviennent, y compris dans les mouvements sociaux. Mais ce n'est pas du tout quelque chose d'inédit. Donc le socialisme faisant ça, Blum peut s'en rapprocher, et Blum va s'en rapprocher, vous avez parfaitement raison, en voyant dans le socialisme français le prolongement d'un idéal dont il considère que le judaïsme a été le porteur pendant très longtemps. Et ça, il le trouve donc chez quelqu'un comme James Darmesteter, qui est un grand historien du judaïsme, qui a écrit un texte qui essaye d'expliquer les origines intellectuelles de la Révolution par l'influence juive notamment. Dans une perspective, c'est un républicain, un grand défenseur de la Révolution française de 89, donc pas du tout dans une perspective complotiste antisémite. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez Jaurès. Il y a des discours de Jaurès, un discours de 1910 notamment, qui s'appelle « Pour la laïque », qui est fait à l'Assemblée nationale, dans lequel il comprend, Jaurès veut comprendre son socialisme comme l'héritier de toutes les grandes luttes pour la justice de l'histoire de l'humanité. C'est là où on est dans l'aspect le moins marxiste de Jaurès. Et en fait, il énonce un certain nombre d'idéaux que son socialisme à lui recueille pour les prolonger, donc la beauté grecque, etc. Et il a une phrase sur les grands prophètes juifs dans laquelle il dit ce que les grands prophètes juifs ont apporté, c'est l'idéal de justice ici-bas. Et c'est vraiment un point fondamental de distinction entre l'idéal de justice chrétien avec sa dimension extramondaine et l'idéal de justice que Jaurès et Blum considèrent comme étant davantage juif, c'est-à-dire le fait que c'est ici et maintenant que la justice doit advenir. Voilà. Et donc de ce point de vue-là, Blum comprend le socialisme auquel il adhère, le socialisme jaurétien, comme étant un prolongement du judaïsme. Oui, donc ça c'est extrêmement intéressant dans la mesure où on voit qu'il y a quand même une espèce de consubstantialité entre le socialisme et le judaïsme qui existe à partir de la modernité politique, à partir de la Révolution française, et donc avec toute l'actualité qui nous rappelle que le socialisme doit éventuellement continuer à faire ce travail. Et donc là, ça nous emmène vers une autre direction, vers les ressources
les ressources juives du socialisme de Bloom. Alors comment est-ce qu'il se les est représentées? Là, vous annonciez une forme de messianisme sécularisé, en fait, chez Jaurès, la réalisation de la justice ici-bas. Et je crois qu'on voit très souvent sous la plume de Léon Blum cette phrase qui dit là où l'on disait un saint, il faut dire à présent un juste. Et je crois qu'il dit ça d'ailleurs pour Bernard Lazare, mais j'ai vu cette phrase assez régulièrement. Thaddeus Nathanson disait que chez Bloom, donc Nathanson qui était cofondateur de la Revue Blanche, disait que le judaïsme de Bloom n'était pas religieux. On sait par ailleurs qu'à l'école normale, il se faisait apporter de la viande cachère. Il gardait quelques rites sans nécessairement en comprendre le sens. Est-ce qu'il assimilait ça à des superstitions, comme j'ai cru le lire dans votre biographie de Bloom? Donc, quelle était la nature du judaïsme de Bloom? Est-ce qu'il est tout de suite devenu une espèce de judaïsme politique? Bon, alors d'abord, Léon Blum, dont on a dit qu'il a répété très fréquemment qu'il était juif, n'était pas un juif religieux, c'était un juif, je dirais, purement laïque. Ça m'a intéressé puisqu'il était anormal d'aller consulter les registres des surveillants de Normal à l'époque où il y était. Et c'est vrai qu'au moment de Pessah, de l'année où il était à Normal, il y a marqué dans le registre et le jeune Blum demande à pouvoir apporter sûrement des matzot et de... Bon. Mais ça ne veut rien dire parce que probablement c'est ses parents. Son père avait sa place à la synagogue de la rue de la Victoire. Donc probablement ses parents lui ont dit « Tu ne vas pas aller sans prendre des matzot ». Ça ne veut rien dire sur la suite. Je pense que Léon Blum était totalement détaché de toute pratique religieuse. Il a eu un seul fils qui n'a pas fait circoncire, Robert Blum. Donc, il était détaché de cela. Non, le judaïsme de Blum, je reprends cette phrase que vous avez dit, c'est vrai. Au fond, ce qu'il veut dire, c'est que là où les chrétiens disent un saint et pensent au monde futur, nous disons la justice, nous, c'est-à-dire les juifs, nous disons la justice dans ce monde-ci. C'est cette particularité juive de recherche du bonheur dans le présent. Et donc, pas de reporter, certains diraient, les congés payés au calendrier grec, mais maintenant. C'est maintenant qu'il faut améliorer la condition de l'homme. Et je pense, à part ça, que c'est une différence assez fondamentale du judaïsme avec d'autres traditions philosophiques, que cette volonté du bonheur. Or, ça revient tout le temps dans les écrits de Blum, avec un aspect même de sensualité et de profiter de l'instant présent. Donc, il ne connaît pas la tradition juive, mais il a cette intuition de ce que beaucoup de gens considéraient comme étant du judaïsme, une pratique juive. Bon, maintenant, j'ajouterai quand même quelque chose. Il est très largement dans des milieux juifs. On parlait de la Revue Blanche. La Revue Blanche était considérée, notamment par les antisémites, comme une revue juive. Il y avait là-bas Tristan Bernard, il y avait plein de juifs qui... Bon, évidemment, c'était la revue des frères Nathanson. Et donc, il est dans ces milieux. Par exemple, prenons l'exemple du fait qu'il a eu 3 femmes dans sa vie. Il s'est marié 3 fois avec une juive. Non, c'est vrai que ça peut être par hasard. Mais c'est, en fait, à mon sens, c'est plutôt qu'il fréquentait des milieux. Il fréquentait ces milieux. Vous avez parlé de Bréal, par exemple. C'était des grands amis de la famille de Lise Bloch. Donc, il fréquentait des milieux juifs. C'est un peu par osmose, peut-être, que ce judaïsme se manifestait. Je pensais, quand vous disiez qu'il y avait ce
cette sensualité chez Bloom, que ça a été un reproche, c'est un reproche aussi antisémite. Pétain a dit c'est la jouissance qui a gagné et non l'esprit de sacrifice au sujet de Bloom. Exactement. Et quand il a donné les congés payés, il y a des antisémites. Quand il a donné les congés payés, il y a des antisémites qui ont dit il veut shabbatiser la France. Parce qu'il donne des vacances. Et dans l'esprit de Bloom, oui, le congé payé, c'est pour le travailleur la possibilité de revenir sur lui-même, de se reposer, de voir ses proches, de profiter de la vie. Et c'est ce que beaucoup d'antisémites catholiques, notamment, n'ont pas supporté dans cette histoire. Donc, vous voulez ajouter quelque chose? Il y avait deux formes d'antisémitisme. Il y avait l'antisémitisme au sein du socialisme dont il fallait pouvoir se débarrasser. Et évidemment, l'antisémitisme de l'extrême droite, ce qui nécessitait de trouver un ajustement évidemment politique pour Bloom. Mais je reviens quand même sur son judaïsme qui devient une espèce de représentation, une idée de justice internationale. Mais je crois que c'est André Gide qui disait de Bloom qu'il ne connaissait pas du tout les textes anciens et qu'il n'en parlait jamais, qu'il ne les citait pas. Donc c'est vraiment... c'est-à-dire que même sa connaissance du judaïsme est hors sol. Il y a une espèce de déracinement à l'intérieur du déracinement lui-même qui fait une espèce de judaïsme sublimé de la modernité politique. Peut-être qu'il invente, en fait, d'une certaine manière. Parce qu'à la fois, il n'est pas un juif assimilé, enfin, il ne s'assimile pas à l'israélitisme, mais il y a une conscience juive un peu combative, malgré tout, chez Bloom, peut-être à cause de cette prise de conscience de l'antisémitisme, d'un double antisémitisme qu'il y a en France. Il y a pas de... C'est tout à fait exact, il n'y a pas de connaissance des textes, il n'y a pas de pratique rituelle. En revanche, il y a une expérience historique d'un groupe minoritaire qui lui importe fortement et dont il présuppose qu'elle a marqué des traits qui sont en écho avec on va dire le credo, entre guillemets, de la religion elle-même. Donc ça, il y a une marque, on dirait, historique du judaïsme sur Bloom et sur les juifs les plus émancipés, quand bien même il s'éloigne du texte. En sociologie, on dirait un habitus, en fait. Donc c'est ça, c'est de ce point de vue-là qu'il se considère, lui, comme juif. Et ensuite, il y a quelque chose comme l'importance pour, parce que vous avez parlé d'internationalisme, pour la spiritualité globale, disons, faudrait préciser, mais en fait, le fait qu'il y a un patrimoine juif qui importe pour l'humanité entière. Il importe que ce que le judaïsme a eu et a proposé au monde, et d'autant plus maintenant que les juifs sont émancipés, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent donner libre cours à ce qu'ils ont à proposer aux autres. Il importe que cet apport-là, il rejoigne le concert des nations pour faire la transition vers le sionisme, ou en tout cas la participation je ne vais pas utiliser une expression barassienne, mais aux familles spirituelles de la nation. Voilà. Donc là, de ce point de vue-là, il y a quelque chose que les Juifs ont apporté. Donc c'est important de bien marquer qu'il n'y a pas de déjudaïsation au sens d'une volonté d'éloignement avec un patrimoine. Au contraire, il dit plusieurs fois vous ne m'insultez aucunement en mentionnant cette race dont je suis et que je n'ai jamais reniée. Donc ça c'est très important. Et pour autant, il y a évidemment une mise à distance de la dimension la plus dogmatique de la religion. Donc, à l'échelle humaine, il commence en écrivant « On ne va pas faire comme les Juifs antiques qui se reprochaient eux-mêmes les fautes de leur peuple et qui pensaient qu'il y avait une justice immanente divine dans l'histoire. Voilà. Donc on est après la défaite de 40 et l'idée c'est de mettre à distance ce modèle-là. Donc il y a évidemment sécularisation, mais en même temps conscience de la trace historique du judaïsme et volonté d'en porter la dimension spirituelle la plus importante pour l'humanité entière. Mais j'ajouterais que quand même, malgré tout, sans faire de critique de Bloom,
il aurait pu, puisqu'il lisait tellement et s'intéressait à tellement de choses, il aurait pu s'intéresser un peu à ce qu'était le judaïsme, juste pour savoir. Bon. Et ça, manifestement, je dirais même plus loin. Je ne pense pas que ça l'ait intéressé fondamentalement de lire qu'est-ce que c'est le Talmud, qu'est-ce que c'est. Non. Mais c'est aussi une époque où il y avait moins. On n'est pas à l'époque de Lévinas ou de Manitou. On est à une époque où il faut vraiment chercher. Et ça ne l'intéressait pas vraiment. Je ne pense pas. Non ? Il reçoit dans sa bibliothèque à Jouy-en-Josas, il y a tous les livres de Flegg, par exemple. Et puis après, il ne faut pas oublier quand même c'est-à-dire, ça peut nous paraître aujourd'hui très lointain de toute connaissance du judaïsme, mais comment dire, l'israélitisme était d'une manière générale extrêmement éloigné de toute connaissance du judaïsme. Donc il partait déjà de très très loin, même en termes de socialisation primaire, de milieu d'origine. Donc le fait même d'assumer publiquement son judaïsme, de penser qu'il a un contenu spirituel dont la marque importe pour la politique nationale, pour la politique internationale, etc., c'est déjà un singularisant. Voilà. Mais je suis d'accord que ce n'est pas un expert du Talmud, c'est évident. Alors justement, vous avez évoqué la question du sionisme. Donc, une autre manière peut-être pour sa judéité de s'exprimer, c'est de prolonger, éventuellement, vous me direz si je me trompe, de penser que le sionisme est un prolongement du socialisme, dans la mesure où c'est un projet d'autonomie et d'émancipation. Et à cet égard, puisque vous êtes en Israël directement, vous avez pu consulter les archives et les correspondances avec Chaim Weizmann, dont vous dites que c'est une des personnes qui l'a le plus impressionné. Oui. D'abord, on a parlé du lien entre Léon Blum et Jean Jaurès, qui était un lien affectif. Et je crois que Léon Blum, tout au long de sa vie, a eu des liens très forts, des liens affectifs avec certaines personnes. Une de ces personnes, c'est Chaim Weizmann, qui était le président de l'Organisation sioniste mondiale et qui sera le premier président de l'État d'Israël après sa création. C'est un lien extrêmement étroit, qui n'est pas moins étroit que sa relation avec Jaurès. D'ailleurs, le dernier texte qu'écrira, vraiment substantiel, qu'écrira Léon Blum avant sa mort, c'est un texte pour Chaim Weizmann. C'est un lien très étroit. Et Chaim Weizmann l'a vraiment convaincu de la nécessité du sionisme, de la création d'un État juif en Palestine, en terre d'Israël. Et il s'est mobilisé, Léon Blum, même au moment où il est chef de gouvernement, il s'est mobilisé pour Chaim Weizmann. Quand Chaim Weizmann venait à Paris, c'est Léon Blum qui organisait son planning, ses rencontres avec les hommes politiques, et il a véritablement cru qu'il fallait qu'il y ait un État juif pour les juifs persécutés. Encore une fois, on l'a dit dans le film, pas pour lui, pas pour sa famille de juifs français, mais pour tous ces juifs qui sont persécutés dans le monde. Et il a cru dans le sionisme et il s'est mobilisé pour le mouvement sioniste. Toutefois, et ça c'est vrai au moment des attentats en Palestine, et notamment des attentats de l'Irgun de Menachem Begin, c'est-à-dire de la droite sioniste, il a pris soin de dénoncer la droite sioniste et de dénoncer Begin et les attentats meurtriers contre des soldats anglais. Donc c'est un sionisme socialiste. Ce qui est assez curieux, c'est qu'il n'a pratiquement pas eu de lien avec David Ben-Gurion. Mais ces liens, c'est avec Weizmann, qui n'était pas socialiste, qui était libéral. Et donc, c'est une fidélité, en quelque sorte, à l'idée d'État juif qu'il a eue pendant toute sa vie et que, certainement, les socialistes devraient en prendre de la graine, comme on dit. Vous voulez ajouter quelque chose sur cette notion ?
peut-être que le socialisme en général de l'époque, de l'entre-deux-guerres notamment, était très favorable au sionisme. Blum faisait partie du comité socialiste pour la Palestine ouvrière, il me semble, qui était l'organe de l'internationale socialiste qui militait en faveur de l'installation des Juifs en Palestine. Il avait autour de lui, y compris dans son directeur de cabinet, ensuite quand il sera au gouvernement, des gens comme André Blumel, Marc Blum, qui sont malheureusement méconnus aujourd'hui, mais qui ont été des acteurs très importants à un moment où une partie de l'histoire du sionisme et de la possibilité d'un État juif se jouait en Europe, dans les chancelleries. Donc Blum a beaucoup tenté de peser sur la politique britannique de l'entre-deux-guerres quand elle a commencé à limiter les possibilités d'immigration. Il a joué un rôle très important pendant pour que la France vote en faveur du plan de partition de 1948, etc. Donc il y a un rôle qu'il ne faut pas du tout minorer. Je pense que vous avez tout à fait raison de dire que son sionisme passe aussi par son socialisme. C'est-à-dire que pour beaucoup de socialistes de l'époque, et y compris pour Jaurès, il y a une certaine conception du peuple juif. Donc déjà, il y a l'idée d'un peuple juif. Et ensuite, il y a, pour radicaliser un peu, je dirais que dans l'économie internationale, le peuple juif joue le rôle que joue le prolétariat dans l'économie nationale. C'est-à-dire, Jaurès a une phrase qui dit des juifs qui sont les plus grands spoliés de l'histoire. Et spolier, c'est pas du tout un terme qu'on emploie au hasard quand on est socialiste. La spoliation, ça renvoie à un concept très précis. Donc il y a l'idée aussi que au niveau international, l'émancipation collective passe, comme elle passe au niveau national, par l'émancipation du groupe le plus spolié. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un vrai engagement des socialistes en faveur du sionisme pendant l'entre-deux-guerres. Blum est très proche de quelqu'un qui s'appelle Emile van der Velde, qui est un des leaders du socialisme belge et qui, lui, va carrément faire le voyage en Palestine dans l'entre-deux-guerres et revenir avec un livre dans lequel il est un peu émerveillé par les réalisations sionistes. Et ça, c'est un autre point qui est plus conjoncturel, mais qui est important aussi, pour expliquer la proximité entre les socialistes français et les sionistes. C'est que la société sioniste qui commence à naître dans l'entre-deux-guerres, enfin en tout cas à se développer un peu plus massivement qu'avant la Première Guerre mondiale en Palestine, elle est dans une situation particulière. Le mouvement est, vous l'avez dit, extrêmement dominé. Le mouvement sioniste est extrêmement dominé par des socialistes. Et en fait, c'est un pays dans lequel il n'y a pas de bourgeoisie en face. Il n'y a pas de bourgeoisie oppositionnelle, il n'y a pas d'aristocratie, il y a une aristocratie terrienne, mais elle ne vit pas vraiment là, c'est des feudataires qui vivent dans les pays alentours. Et du coup, il y a des possibilités de réalisation du socialisme qui sont très rapides dans les syndicats qu'on crée, les institutions du travail en fait, qu'on crée pour répartir le travail, etc. Et ça a un écho en France et en Belgique notamment, parce que la France et la Belgique sont, je laisse de côté l'Angleterre qui est un cas particulier, les pays où le socialisme est lui-même le plus organique, c'est-à-dire le moins critique, le moins révolutionnaire, le moins oppositionnel à la bourgeoisie en place, et le plus positif, le plus désireux de créer des institutions ici et maintenant. Et donc de ce point de vue-là, il y a un écho. Et c'est très intéressant dans les comptes rendus du comité socialiste pour la Palestine ouvrière, où assez rapidement, ceux qu'on parrainait un peu, dont on espérait qu'ils seraient capables de fonder un État, très vite on se dit en fait ils font des choses très intéressantes et il faudrait même regarder pour nous ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, donc ça c'est un point aussi intéressant sur son sionisme, même si Blum se tient un peu à l'écart quand même de cette appréciation. Notamment, il n'a pas été en Palestine, contrairement à Van der Velde et d'autres qui ont fait le voyage. Donc. Mais vous dites quelque chose de très intéressant, je pense, par rapport au socialisme aujourd'hui et son positionnement vis-à-vis du sionisme, parce que vous dites il y avait cette perception de la nécessité du sionisme parce qu'on voyait le peuple juif comme étant le peuple le plus spolié. Donc, comme une condition minoritaire, condition des opprimés, voilà, qui appartient à la dialectique du socialisme.
Et bon, si le socialisme se fonde sur cette légitimité-là, pour donner une légitimité au sionisme, peut-être effectivement qu'aujourd'hui les choses se pensent différemment, mais donc peut-être que du point de vue du socialisme, si on pense comme ça, la condition juive a changé depuis Israël, évidemment. Mais j'imagine que quand même pour Bloom, il y avait, en dehors de cette dialectique-là, il y avait quand même l'idée d'émancipation et d'autonomie ou d'autodétermination qui devait être absolument essentielle et qui fait partie des valeurs de la Révolution française, qui n'est pas juste dans cette opposition, finalement dans cette opposition de classe. Donc ça, je pense c'est un point de doctrine politique chez Bloom qui est apparemment pas évident ou difficile à penser, mais bon, je pense que voilà, c'est les problèmes que se pose le socialisme encore aujourd'hui. Et bon, c'était dans le documentaire aussi, par rapport à cette manière dont le socialisme devait se mettre en place. Et puis, c'est intéressant que vous disiez que Israël a été, ou la Palestine de l'époque était une espèce de laboratoire pour le socialisme, en fait, d'une certaine manière, un socialisme en action, mais qui n'est pas passé aussi par la dimension insurrectionnelle ou révolutionnaire russe. Et d'une certaine manière, Léon Blum, en se distinguant de la révolution russe en 17-18, construit un socialisme français, en fait, d'une certaine manière. Non, qui correspond aussi, peut-être, je ne sais pas si c'est concomitant, mais à son engagement sioniste, en fait, il date de quand ? Bon, son engagement sioniste, c'est difficile à dire, mais c'est, à mon sens, au cours de la Première Guerre mondiale qu'il rencontre, vous avez parlé très justement d'un certain nombre de noms, il y a Victor Jacobson, par exemple, qui va avoir une influence sur lui, mais c'est vrai qu'il ne s'est jamais, à ma connaissance, vraiment expliqué sur son sionisme, c'est-à-dire en donnant des arguments en faveur du sionisme. Ce qu'il a fait beaucoup, c'est de dire je me suis mis au service de Chaim Weizmann pour la cause sioniste, que c'est une cause juste, c'est une cause qu'il faut encourager. Mais j'avais cherché des textes dans lesquels il expliquerait pourquoi il était sioniste. Il n'y a pas de texte de ce genre. Mais certainement, il a pensé que c'était de la justice pour les Juifs persécutés d'avoir un État qui les protège. Je pense que ça se résume largement à cela. Et en dépit de son enthousiasme, il n'a jamais pensé donc aller... Ah non. C'est un sionisme de soutien à l'entreprise de création d'un État juif. Mais non, je ne pense pas qu'il ait jamais pensé lui-même vivre en terre d'Israël. Non. Et je pense à ça parce que j'aurais voulu vous interroger sur, on revient un petit peu à autre chose, à l'attentat qui a frappé Léon Blum, parce que Léon Blum reprend d'une certaine manière les argumentaires antisémites en sa faveur. C'est-à-dire qu'il y a un renversement comme ça, rhétorique chez lui. Il dit, je crois que c'est un texte qui s'appelle comme ça, oui, je suis le juif errant ou je suis un déraciné, mais en même temps, je suis français parce que j'ai choisi cette patrie. Donc je suis français non pas parce qu'il y a des ancêtres ou parce qu'il y a une terre ou parce qu'il y a une coutume qui fait que j'appartiens à la France, c'est parce que c'est un choix à partir des valeurs républicaines ou des valeurs révolutionnaires. Et je reviens à ça parce que c'était évidemment ce que l'antisémitisme de droite, d'extrême droite, le reprochait aux Juifs. Et je crois que dans le documentaire, il n'y a pas toutes les phrases de Maurras qui sont citées, mais qui sont quand même assez intéressantes à rappeler. Maurras dit de Blum que c'est un juif allemand naturalisé, un monstre de la République démocratique, dialectique heimatlos, donc sans patrie. C'est un homme à fusiller dans le dos. Et c'est important de reparler de Maurras aujourd'hui parce que malheureusement, il y a une actualité, il y a un renouveau
maurassien. Pour une anecdote personnelle, ça fait peut-être plus de 10 ans que j'enseigne, mais c'est la première fois que j'ai vu dans une copie qu'on citait Charles Maurras. Et bon, c'était très étonnant. Est-ce que Bloom a répondu personnellement à Maurras? Est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu une problématisation de ce type-là d'antisémitisme qui assimilait la Révolution française, donc cet élan de liberté et d'égalité, etc., à quelque chose de juif, de déraciné, d'anti-français, justement? Alors, d'abord, la réponse est oui. Je pense que Léon Blum, et on peut penser aussi à l'actualité, Léon Blum a très bien compris ce qu'était l'extrême droite, qu'elle se mette une peau de mouton pour avoir l'air d'un mouton alors qu'elle est un loup, qu'elle s'exprime d'une façon ou d'une autre, qu'elle sorte des arguments comme ceci plus modérés ou plus radicaux. Il a eu une très grande et très juste perception de ce qu'est l'extrême droite, c'est-à-dire de tout ce mouvement qui nous parle de la France éternelle, du socle ethnique français, de la fermeture aux étrangers, des dangers de l'Europe, etc. Ça, il l'a extrêmement bien compris. C'était un homme extrêmement intelligent et qui ne s'est pas trompé, que le type s'appelle Maurras ou qu'il s'appelle Barrès ou qu'il s'appelle Zemmour. Blum a très bien compris ce que cette France éternelle veut dire, c'est-à-dire mettre les Juifs et les étrangers dehors, etc., etc. C'est pourquoi j'avais commencé avec sa controverse avec Barrès, parce que dans l'esprit de Blum, c'est cette controverse avec Barrès qui a refusé de signer en faveur de Dreyfus qui détermine deux idées de la France. Il y a deux idées de la France. Les gens parlent de la France, c'est le même mot, mais derrière cela, il y a des choses fondamentalement différentes. Pour Blum, la France n'est pas la campagne, les paysages, les cimetières, les morts, la terre, etc., mais c'est un idéal. C'est l'idéal de la justice, de l'accueil à l'étranger. D'ailleurs, juste après le Front populaire, on n'en a pas parlé dans le documentaire, mais il se mobilise pour aider à l'intégration des réfugiés du nazisme en France. C'est l'accueil de l'étranger et aussi l'Europe. Il ne faut pas oublier qu'il a été un des grands et des premiers défenseurs de ce qui sera l'Union européenne et de son point de vue, une Union européenne basée sur la réconciliation franco-allemande, certainement avec le moins de frontières possible et une vision internationaliste de la France. Donc c'est quelque chose qu'il a perçu extrêmement tôt, et d'ailleurs qu'on trouve dans ses critiques littéraires également, et par conséquent, je ne pense pas qu'il ait été surpris de quoi que ce soit de ce qui lui est arrivé, en définitive. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose là-dessus, parce que justement, le livre que vous avez publié, qui est une présentation d'un texte de Blum, me semble parler de cette dimension européenne, mais dans un moment très spécifique, dans des conditions très spéciales, qui montre aussi la force morale de Blum, où il dit finalement que la protection contre le fascisme, c'est évidemment d'être européen. Mais de manière socialiste, c'est-à-dire un socialisme européen. C'est la petite différence la petite nuance que j'apporterai. Oui, il n'y a pas de fétichisme national comme il n'y a pas de fétichisme européen. L'enjeu, c'est le déploiement du socialisme aux différentes échelles, et y compris évidemment à l'échelle internationale, et donc à l'échelle intra-internationale qu'est l'échelle européenne, avec tout ce que ça implique évidemment d'abaissement des frontières, etc. Mais l'Europe du marché, comme on dit à gauche aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça rentre dans son idéal, en revanche. Non, évidemment, mais en revanche, vous pouvez peut-être rappeler le contexte de l'écriture de ce texte, parce que c'est extrêmement important. Oui, c'est un texte... Ce qui est assez intéressant avec Blum, c'est que fondamentalement, il ne varie pas beaucoup. Il y a
il y a quelqu'un qui, il y a quelques années, j'ai découvert ça, a sorti un tout petit bouquin qui met en miroir des citations des nouvelles conversations de Goethe avec Eckermann dont vous parliez tout à l'heure, avec des citations d'à l'échelle humaine. Et en fait, sur les dimensions un peu fondamentales de ces analyses et de ce qu'est son socialisme, ça varie pas. Ce qui est un peu... ce qui est particulier dans ce livre-là, c'est que c'est un livre qui est écrit alors qu'il est emprisonné par le régime de Vichy. Donc c'est un livre qui fait plusieurs choses, qui d'une part tente, comme le fait Marc Bloch, c'est un livre qui ressemble par certains aspects à L'étrange défaite, d'analyser les causes de la débâcle, et notamment pour critiquer ce qui n'allait pas dans le régime passé, mais sauvegarder tout ce qui allait. Et c'est le premier enjeu de Blum, et c'est là où il rejoint Jaurès et un certain socialisme français, c'est-à-dire hors de question pour lui de mettre à bas la République parce que ponctuellement elle n'aurait pas été capable de faire face ou parce qu'elle était pas parfaite. Il faut l'améliorer et surtout pas opter pour un régime autoritaire en lieu et place, ce qui expliquera d'ailleurs qu'à la toute fin de sa vie, il deviendra, après avoir été son principal soutien auprès des Américains et des Anglais, le premier adversaire politique de De Gaulle, parce qu'il considère que les options institutionnelles qui sont celles de De Gaulle et qui deviendront ensuite la Ve République sont totalement contraires à la tradition républicaine dans la filiation de laquelle lui veut inscrire son socialisme. Donc ça, c'est le premier aspect du livre. Et puis le deuxième aspect du livre, c'est un appel argumenté au socialisme susceptible de se réaliser après la guerre. Voilà. Donc lui, il déniche derrière, alors ça paraît compliqué aujourd'hui, mais c'est très convaincant à la lecture du livre, derrière l'effondrement de 40, il identifie l'effondrement de la bourgeoisie, en fait. Il explique que le capitalisme bourgeois français, qui est un capitalisme spécifique, n'a pas su s'adapter aux évolutions du monde économique après la Première Guerre mondiale, et que du coup tout l'entre-deux-guerres et les crises de l'entre-deux-guerres s'expliquent pour ça. Et donc il voit derrière la défaite de 40 l'effondrement de la société bourgeoise française, et donc il annonce en fait ce que va être le Conseil national de la résistance, la manière dont va se faire la reconstruction après-guerre, dans une dimension évidemment beaucoup plus socialisante, et de ce point de vue-là il a raison. Lui annonce la révolution. Alors la révolution chez Blum, c'est compliqué de définir ce que c'est, mais je pense qu'il voyait l'ampleur du programme socialiste aller plus loin. En 1946, il va défendre, par exemple, auprès du groupe des socialistes à l'Assemblée, une réforme de l'héritage qui ne va pas passer, mais donc pour prélever une grande partie de l'héritage, donc pas d'une génération à l'autre, mais des grands-parents. Bon, c'est un peu complexe, mais j'explique tout ça dans le livre. Donc je pense qu'il annonce le socialisme ou la socialisation qui va avoir lieu avec les nationalisations, la planification, etc., la sécurité sociale après-guerre. Il est étonné qu'au sortir de la guerre, ça n'aille pas aussi loin que lui l'avait envisagé. Donc, voilà, donc c'est un livre qui a une part un peu de testament, parce que en défendant la République et en expliquant ce qu'est son socialisme, il défend tout ce pourquoi il a lutté toute sa vie durant, et qui a aussi une actualité. C'est pour ça que moi j'ai voulu le rééditer, c'est que il annonce aussi le socialisme à venir et qui n'est pas complètement venu, et donc les socialistes aujourd'hui seraient inspirés de se saisir de ce livre. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter ? Non, comme nous avons été d'accord depuis le début, il faut quand même que je manifeste un léger désaccord. Non. Moi, je crois, vous parlez de fétichisme européen, je crois que sur toute la ligne, Léon Blum serait resté extrêmement pro-européen, même s'il avait critiqué les aspects capitalistes et libéraux de l'Union européenne. Mais c'est un engagement fondamental chez lui, à mon sens, cet engagement européen. Je pense que si on veut trouver le truc le plus horrible de son point de vue, c'est le souverainisme. Je crois que si quelqu'un se disait souverainiste, c'est quelque chose qui serait resté dans la gorge de Léon Blum. Ça, c'est une petite différence. La deuxième, c'est que sur la continuité,
si on prend ce premier texte essentiel qui est les nouvelles conversations de Goethe avec Eckermann, et à l'échelle humaine qui est le dernier, il y a quand même des différences dans le temps assez substantielles. Et enfin, ma lecture de À l'échelle humaine est une lecture qui indique quand même assez clairement la troisième voie, et donc le rapprochement de Léon Blum de ce que nous appelons le centre, ou le centre-gauche. En particulier, sa compréhension des catholiques résistants et le fait qu'effectivement, il va trouver des terrains d'entente avec le MRP par la suite, avec la démocratie chrétienne. Et c'est quand même une évolution au cours de 50 ans depuis l'écriture des nouvelles conversations. Donc je ne suis pas 100% pour il y a une certaine continuité, mais pas à 100%. Non, tu ne réconcilieras pas, mais non, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup pour vos réponses. Ce qui est sûr, c'est que ça donne très envie de découvrir ou redécouvrir la doctrine politique de Léon Blum. On connaît sa vie, on connaît les moments importants dans l'histoire de Léon Blum, mais peut-être qu'on connaît moins les textes de Léon Blum, qui sont extrêmement riches et qui, effectivement, demandent beaucoup de commentaires, et surtout dans la manière de les appliquer aujourd'hui, puisque le socialisme a besoin de théorie. Merci beaucoup. Je vais donner la parole au public si vous avez des questions éventuelles. Je vais donner le mien, comme ça c'est vous qui répondez. Merci. Oui, pour continuer sur l'actualité que vous avez commencé à aborder en parlant de l'Europe, par exemple, ce qui est impressionnant, c'est la modernité des questions que pose Léon Blum. Alors, moi, on va rappeler ce que vous avez rappelé tout à l'heure, c'est que c'est lui qui a mis déjà 3 femmes dans un gouvernement alors qu'elle n'avait pas encore le droit de vote en France, par exemple. À quelques jours de l'ouverture du Festival de Cannes, c'est lui avec son ministre Jean Zay, un juif, ministre de l'Éducation à l'époque, qui a créé le Festival de Cannes avant la guerre. Il avait, à part quand j'ai payé tout ce qu'on sait de ses réformes sociales, il avait une énorme modernité. Et la question, je voulais revenir sur la question de la guerre d'Espagne, parce que dans le documentaire, on voit Ilan Grazamer expliquer les raisons pour lesquelles il n'est pas intervenu directement. Il a livré des armes, certes, mais il n'a pas pu intervenir. Donc Franco a gagné, on connaît la suite de l'histoire. Mais on se demande justement, en regard de ce qui se passe aujourd'hui, on pense évidemment à l'Ukraine, on se dit, et si il avait livré des armes, et si peut-être que son gouvernement serait tombé, mais il tombait de toute façon en 1939, il serait tombé, et peut-être que les choses ne se seraient pas passées de la même manière. Est-ce que vraiment c'était une justification qui tient la route encore presque un siècle plus tard, d'avoir refusé d'aider directement les républicains? Bon, chacun peut donner son avis sur cette histoire. Je ne pense pas qu'on puisse comparer la question de l'intervention en Espagne à la question de l'intervention en Ukraine. Je pense que ce sont deux choses différentes. Mais pour en revenir à l'Espagne, je comprends Léon Blum qui, se trouvant chef de gouvernement pour la première fois d'un gouvernement de gauche, qui a la possibilité de faire des réformes qui changent la France, qui la fassent passer, disons, du 19e siècle ou du passé à la modernité, voit le spectre de la chute de ce gouvernement qui peut faire ces réformes en France, s'il décide d'aider les républicains en Espagne, puisque le Parti radical a tout de suite annoncé qu'il quitterait ce gouvernement si Blum décidait ce soutien.
Donc on peut quand même comprendre les raisons pour lesquelles Blum n'a pas voulu cette dissolution en pleine transformation sociale de la France. Il y a un autre aspect qui est moins connu. Travaillant sur les archives de Blum à Moscou, elles étaient à Moscou, maintenant elles ont été rapatriées en France, mais elles étaient à Moscou parce qu'en 1940, les Allemands sont arrivés chez lui à Paris et ont pris toutes ces caisses de papier et bon, après les Russes arrivés à Berlin ont pris ces caisses et les ont emmenées à Moscou. Et donc j'ai été pour ouvrir ces caisses et pour trouver ces documents. Or, il y a un très grand nombre de lettres de chefs républicains espagnols à Blum qui lui disent « On comprend parfaitement que tu ne pouvais pas faire autrement, on n'a aucune rancœur et aucune animosité à ton égard. Pour la première fois, il y avait la possibilité de transformer la France et donc on comprend ce refus que tu as manifesté. » C'est quand même important de noter qu'ils ne l'ont pas mis en accusation pour cela. J'ajoute un point qui est moins connu et qui est un peu explicatif aussi du comportement de Blum, c'est qu'il y a une très grande peur chez Blum de la reproduction de la situation espagnole en France. Et il pense que l'intervention serait prétexte aussi à une telle... Donc voilà, il y a un parallélisme des formes évident entre Frente Popular et le Front Populaire. Et il ne faut pas oublier, Blum a vraiment par exemple, il y a une anecdote peu connue, il y a un film sur l'affaire Dreyfus qui sort aux États-Unis et donc les droits sont achetés en France pour être diffusés en France. Et Blum s'oppose à la diffusion du film sur l'affaire Dreyfus en France quand il est Premier ministre, enfin président du Conseil. Et précisément parce qu'il ne veut pas à ce moment-là ranimer les braises de la guerre civile dont il a la nette impression qu'elle couvre encore. Et donc dans une lettre à Suzanne Blum pendant la guerre, quand il est emprisonné, Suzanne Blum, c'est pas un homonyme, c'est la sœur de André Blumel, son directeur de cabinet, qui est réfugié aux États-Unis pendant la guerre et qui prend la défense de Blum auprès de l'administration américaine, qui essaye de pousser le gouvernement de Roosevelt à intervenir pour le faire libérer, etc. Et il a une lettre à Suzanne Blum dans laquelle il explique la non-intervention et l'argument qu'il met en avant, c'est celui-là, la crainte de la guerre civile que ça aurait pu déclencher en France aussi. Donc c'est un élément de contexte qu'il faut avoir en tête pour comprendre cette politique-là. Merci pour ce débat très éclairant. Il y a une période sur laquelle vous n'avez pas du tout dit quelque chose du judaïsme de Blum ou de son rapport au judaïsme. C'est qu'est-ce qui se passe entre 1945 et sa mort en 1950, où les États, les gouvernements découvrent la catastrophe de la Shoah et la naissance de l'État d'Israël. Est-ce qu'il fait des déclarations? Est-ce qu'il se manifeste d'une manière ou d'une autre? Ou ce n'est plus le Blum qu'on connaissait avant la guerre? Bon, disons la vérité, il n'a pas dit grand-chose sur la Shoah. Il y a 2 articles dans le forward de Blum. Oui, alors, effectivement, il a appris le sort de son frère, et comme on l'a dit, il savait ce qui s'était passé. Et déjà dans sa cabane forestière, près du camp de Buchenwald, il avait senti les odeurs des crématoires et il avait vu derrière les barbelés passer des déportés. Mais une réflexion sur la Shoah, d'ailleurs une réflexion sur l'antisémitisme non plus. Il ne faut pas encenser Blum sur des choses pour lesquelles il n'a pas à être encensé. Par exemple, il n'a rien compris à la montée au pouvoir d'Hitler.
Il a vu en Hitler un personnage grotesque que très rapidement les capitalistes qu'il avait aidé à monter au pouvoir balayeraient, etc. Enfin, il y a pas mal de choses où il s'est trompé sur toute la ligne et pas mal de choses où il n'a fait aucune analyse. Et en réponse à cette question, à part, oui, 2-3 articles ici ou là, il n'y a pas eu chez lui de réflexion sur la Shoah. Il n'y a pas... il n'y a aucune analyse sur la spécificité de l'antisémitisme nazi. Et ça, c'est très dérangeant à la lecture. Enfin, c'est vrai, il n'y a pas ça. En revanche, il est accusé par un groupe juif communiste français en 1948, il me semble, de rapprocher la France de l'Allemagne dans cette perspective de construction européenne. Et les attaques sont absolument insultantes sur le fait qu'il aurait été gardé comme un VIP à Buchenwald. Enfin, voilà. Et du coup, il répond, mais c'est intéressant, il répond en passant par le forward, c'est-à-dire en s'adressant aux juifs américains, mais à un public strictement juif, en disant ça m'importe, lui qui d'habitude ne répond jamais aux calomnies, que vous ne pensiez pas ce que les communistes sont en train de dire de moi. Et il a différents éléments qui ne sont pas du tout des éléments d'analyse de ce qui s'est passé, c'est vrai, mais qui sont des éléments de positionnement politique, dans lesquels il redit ce qu'il a dit dans la lettre testament que vous avez publié, des lettres qu'il envoie à son fils quand il est au camp. Il redit qu'il n'y a pas selon lui, de fatalité du mal de certains peuples. Et donc, il ne faut pas condamner les Allemands pour l'éternité. En revanche, il dit aussi qu'il considère que c'est absolument inadmissible de comparer le sort de l'Allemagne d'après la Seconde Guerre mondiale avec le sort de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres. Il dit qu'il attend et qu'il espère et que ça ne vient pas et que c'est désolant que les Allemands fassent un travail sur ce qu'a été le nazisme, qui se sépare de tous les dignitaires nazis qui sont encore en place en RFA, etc. Donc il n'est pas non plus... c'est pas un béni oui-oui à ce moment-là. Il est très conscient des enjeux et il lui importe que les Allemands fassent ce travail qu'ils mettront un certain temps à faire. Et ensuite, juste pour Israël, en 1948, il est très actif. Il est très actif en 1948 au moment du vote à l'ONU. Il mobilise. Il y a une rumeur du Quai d'Orsay qui essaierait de peser pour que la France s'abstienne au moment du vote du plan de partage. Et alors qu'il n'est plus ministre, il fait appeler un certain nombre de ministres socialistes qui sont dans le gouvernement. Je pense que c'est Ramadi à l'époque ou Schuman, je ne sais plus, pour que la France se positionne favorablement au plan de partition de la Palestine. Donc là, il joue un rôle très important. Et Blumel, qui est son ancien directeur de cabinet et son ami, est le relais en France de Ben Gourion à ce moment-là. Donc il reste très très proche de ces questions-là. Et puis il y a toute l'affaire de l'Exodus, où il s'oppose frontalement aux Anglais et au gouvernement anglais travaillistes, qui sont des alliés dans l'internationale socialiste, où il s'oppose vraiment très frontalement et il refuse d'obéir. Il envoie des contre-ordres à ses ministres pour qu'ils refusent d'obéir à ce que l'Angleterre demande, à savoir que l'Exodus n'ait pas la possibilité de se rendre en Palestine. Et tout ça, c'est après-guerre. Bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut libérer la salle. Merci beaucoup.